Sûrement que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette affaire et que vous la découvriez ou la redécouvriez, elle vous donnera sûrement l'envie de supprimer l'application Tinder de vos téléphones. Au cœur d'une époque où une grande majorité de nos rencontres se font en ligne, on oublie bien souvent que l'autre peut être une personne mal intentionnée, voire même cruelle ou encore sadique. Toutes les rencontres ne sont pas bonnes à faire et j'espère qu'après cette histoire, vous redoublerez d'attention lors de vos prochains dates. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Grace Millen. Cette affaire s'est déroulée en Nouvelle-Zélande et j'espère qu'elle est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, ou vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs, merci à vous pour les 45 000 abonnés, c'est vraiment énorme. On ne s'attendait pas du tout à en être là un jour, donc merci à vous tous. Et sans plus tarder, c'est parti pour Grace Millen. Aujourd'hui, c'est donc l'histoire de Grace Amy Rose Millen que je vais vous raconter. La jeune femme, qui est venue au monde seulement 8 jours avant moi, puisque née le 2 décembre 1996, a toujours été décrite comme étant charmante, rigolote et surtout très extravertie. Très proche de sa famille, elle leur parlait quotidiennement, que ce soit ses parents, ses frères, ses sœurs, malgré le fait qu'elle ne vivait plus au domicile. Puisque en effet, avec son diplôme du secondaire en poche, la jeune femme s'est envolée pour l'université de Lincoln pour y apprendre la pub et le marketing. Un choix franchement très judicieux pour la jeune femme avec l'explosion des réseaux sociaux, du travail en ligne, elle est certaine de trouver un métier bien rémunéré et qui en plus avait de l'avenir. C'est en 2018 qu'elle se retrouve diplômée de l'université, âgée de 21 ans, et comme vous le voyez sur cette photo, Grace est ravie. La tenue de jeune diplômée lui va à merveille et la jeune femme fait la fierté de ses parents. Et comme certains étudiants, Grace décide de célébrer la fin de ses études universitaires avec une année sabbatique, avant de s'installer dans une carrière stable ou de lancer sa propre boîte. Pour elle, comme pour beaucoup de jeunes, c'est le moment parfait pour faire un voyage de longue durée avant d'être contraint avec nos 5 semaines de vacances par an jusqu'à la retraite, et encore si elle est salariée, parce qu'en tant que patron, c'est pas toujours ça. Et donc, Grace voulait prendre cette année pour voyager en Amérique du Sud avant de se rendre en Nouvelle-Zélande pour y découvrir la culture et les merveilleux paysages que regorge le pays. Et honnêtement, c'est un très beau projet, hyper enrichissant. La jeune femme reçoit tout le soutien de sa famille, de ses proches, et rapidement, elle est partie à l'aventure. Son périple a une durée totale de 10 mois, et a commencé en octobre 2018. Grace a donc passé 6 semaines à voyager en Amérique du Sud, et c'est le 20 novembre 2018 qu'elle est arrivée en Nouvelle-Zélande, pour un séjour cette fois-ci de 2 semaines, voyageant toujours seule dans le haut de l'île du Nord. Je précise qu'elle est toujours seule puisque dans ce genre de périple, on n'est jamais à l'abri de finalement rencontrer quelqu'un qui fait le même voyage que nous ou qui n'a pas non plus de projet en tête et de faire le voyage à deux, à trois, ou bref, vous avez compris. Mais à ce moment-là, la jeune femme est toujours seule et heureusement pour elle, elle adore son périple. Bon, évidemment, comme tout voyageur, elle a eu quelques désagréments, a dû arranger quelques itinéraires, faire attention à elle, surtout en tant que femme, mais heureusement pour elle, tout se passait bien. Au-delà du bonheur que de découvrir de jolis paysages, de rencontrer de nouvelles personnes et d'embrasser une nouvelle culture, elle était très fière de parvenir à aller au bout de ses rêves, et surtout avec ses propres moyens. Et Grace est donc arrivée à l'auberge Base Backpacker à Auckland le 30 novembre dans le but de juste y rester pour le week-end. Après, son but était de voyager un petit peu plus dans l'île, mais là, pour le moment, elle voulait se poser un petit peu, elle est en ville, ça lui permet de prendre une douche, d'être au chaud, de sortir également un petit peu, et surtout, ça allait être son anniversaire. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, sur place, étant seule, elle décide d'installer une application de rencontre, qui est Tinder, se disant que ça allait largement faciliter les choses. Elle a eu raison.
puisque très rapidement, son attention a été attirée par un jeune homme de 28 ans qui s'appelle Jesse Kepson. Le jeune homme est charmant, un petit peu plus âgé qu'elle, puisque lui il est né le 28 décembre 1991, et il est originaire de la Nouvelle-Zélande, grandissant principalement dans la ville de Wellington. Celui-ci a eu un passé assez turbulent, avec des parents séparés lorsqu'il était très jeune, l'obligeant à vivre durant un certain temps chez ses grands-parents, puis s'est retrouvé à déménager en Australie avec sa mère une fois adolescent. Jesse a été pas mal secoué durant son enfance et adolescence, et il semblerait que c'est une vie qui ne lui a pas forcément convenu à ce moment-là. Toutefois, c'est en 2016 qu'il choisit de revenir vivre seul, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande, aménageant dans une pension à Wellington, d'où il est originaire. Ce nouveau départ loin de sa famille n'a pas été évident pour le jeune homme, qui s'est révélé être un petit peu manipulateur sur les bords, sûrement pour se faire accepter en tant que quelqu'un qu'il n'était pas. Par exemple, par un moment, dans l'un de ses anciens appartements, Jesse avait plusieurs mois de retard sur le paiement du loyer. Alors il rassurait ses anciens propriétaires en disant qu'il venait de devenir joueur professionnel de softball, récemment inscrit en équipe nationale et qu'il attendait le paiement de sa prime pour être payé. Bon, sur le moment, le propriétaire, il y croit. Il se dit, ok, pas de souci, franchement, ça arrive. On a tous déjà, au bout d'un moment dans notre vie de salarié, attendu un petit peu plus longtemps que prévu de recevoir une prime, une fin de contrat, ou même parfois le salaire. Mais au bout de 8 semaines, sans recevoir de paiement, le propriétaire a forcément commencé à s'inquiéter, a appelé la fameuse équipe de softball dans laquelle Jesse devait soi-disant jouer, sauf que eux, ils n'ont jamais entendu parler de ce locataire. Tout ceci étant complètement faux, l'homme n'a jamais reçu de paiement, et Jesse est parti sans donner signe de vie, et évidemment sans payer son propriétaire. Le jeune homme profitait de son charme naturel pour berner les personnes qu'il souhaitait, et il utilisait cet avantage pour manipuler les personnes à sa guise. Parfois, il faisait semblant d'avoir un diplôme en droit international, déclarant qu'il venait d'une famille de millionnaires qui cherchaient à acheter un restaurant haut de gamme à Auckland, qu'il avait des contacts très importants au sein du gouvernement du pays, et tout un tas d'autres mensonges qu'il racontait aux personnes qu'il rencontrait, et surtout à qui veut bien l'entendre. En réalité, ce jeune homme, eh bien, il n'était rien de tout ça. Il n'était rien de plus qu'un fabulateur qui ne pouvait impressionner les gens qu'en racontant des mensonges plus gros les uns que les autres. Mais jusque-là, bon, ok, il ment, c'est pas cool, c'est pas du tout correct et personne n'aime que quelqu'un nous mente, mais tant qu'il ne fait de mal à personne, j'ai envie de vous dire, grand bien lui fasse. C'est lui finalement qui est malheureux. Personnellement, dans ma vie, je préfère rencontrer quelqu'un qui ment énormément, parce qu'au pire, je ne lui donnerai juste plus l'heure, que un énorme stalker qui va m'espionner derrière mes vitres. Donc quitte à réfléchir de la sorte, bon, à la limite, ça passe, c'est pas si grave que ça. Quoi qu'il en soit, par un temps, Jesse a également vécu en colocation lorsqu'il vivait à Auckland, qui ont eux aussi également parlé de son comportement, de ses mensonges, mensonges qui le rendaient forcément peu digne de confiance. Après qu'il ait déménagé en dehors de cette colocation, l'homme n'a pas pour autant changé ses habitudes, même s'il remarque que toutes les personnes autour de lui finissent tôt ou tard par partir, en grande majorité, puisque être ami avec quelqu'un qui ment, avec qui tu ne peux pas avoir de relation de confiance, ça donne pas forcément envie, eh bien lui continue toujours ses habitudes à mentir, ce qui au fil du temps commence à lui attirer des ennuis. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, une femme a affirmé et accusé le jeune homme de lui avoir volé de l'argent chez elle, tandis que son nouveau propriétaire qui gère les appartements, enfin c'est des appartements hôtels City Life dans lesquels Jesse venait d'aménager, a lui aussi cru aux belles paroles de ce dernier concernant le loyer, dont il n'a jamais vu la couleur. Ce deuxième propriétaire s'est lui aussi laissé duper par le jeune homme qui était propre sur lui, poli et qui aspirait la confiance. Jesse aurait très bien pu utiliser sa prestance et son charme pour réussir dans la vie, faire un métier tel que, je sais pas, agent immobilier, quand on est charismatique, charmant, qu'on a la tchatche, c'est super pratique pour pouvoir vendre des maisons et se faire pas mal d'argent. Mais non, lui il a préféré choisir le côté obscur, utiliser ses atouts pour faire croire à une réussite en manipulant et arnaquant ceux qui croisaient son chemin,
et qui est donc un terrible échec. Bien sûr, tout ceci, elle, Grace, ne l'était pas du tout au courant. Son passé n'était évidemment pas écrit en biographie Tinder, et la jeune femme est rapidement tombée sous son charme. Âgée de 21 ans, extravertie et seule dans un nouveau pays, à la conquête de nouvelles expériences, difficile pour Grace d'être méfiante face à ce jeune homme qui présente si bien en apparence. Puis je vous rappelle, ça fait tout de même plusieurs semaines maintenant que la jeune femme elle voyage, seule, elle a fait plusieurs rencontres qui se sont toujours bien déroulées, donc forcément l'appréhension part au fil du temps. Plus tu as de bonnes expériences et plus tu vas partir un petit peu naïvement avec cette pensée que bah, tout va bien se passer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, ensemble, Jessie et Grace, eh bien ça match très très bien. Quoiqu'en connaissant un petit peu mieux le jeune homme maintenant, difficile de savoir si ça marchait vraiment, ou si ce n'était encore une fois que de la manipulation pour arriver à ses fins. De toute façon, on ne le saura pas, et à cet instant, dans l'affaire, c'est un samedi soir. L'anniversaire de la voyageuse est le lendemain, et pour elle, c'est hors de question de le passer seule, alors elle décide de sortir pour le fêter comme il se doit. Et quel merveilleux timing que d'avoir rencontré Jessie au même moment, et qu'il soit libre ce fameux soir. D'autant que le jeune homme habitait à seulement 5 minutes de l'endroit où Grace séjournait, alors rapidement ils se sont mis d'accord pour se voir. Très vite, Grace se prépare, enfile une jolie robe noire, brosse ses cheveux avec un brin d'excitation et de joie quant à la soirée à venir. Et du côté de Jesse, alors qu'il se préparait à rejoindre Grace, il s'est finalement arrêté à son bar habituel, le Bluestone Room, juste à côté de son appartement. Et des caméras de surveillance montrent le jeune homme boire un total de 4 bouteilles de bière en une demi-heure seulement. Alors personnellement, je ne bois pas d'alcool, mais ça me semble tout de même énorme de boire 4 bouteilles de bière en une demi-heure, et tout ça juste avant son rendez-vous avec Grace. Et pendant ce temps, eh bien, la jeune femme avançait sur sa route. Elle était en train d'arriver sur leur lieu de rendez-vous, qui est le bas de la Sky Tower. La Sky Tower, dont je vous mets la photo à l'écran, est une gigantesque tour qui laisse une vue à couper le souffle une fois au sommet. Une vue sur toute la ville qui est un lieu assez romantique pour un premier date. D'autres images de caméras de surveillance l'ont montré prenant une photo sur son téléphone d'un arbre de Noël qui était destiné à être envoyé à ses parents. Et d'ailleurs, vous verrez que l'un des avantages dans cette affaire, c'est qu'il y a des caméras de surveillance un petit peu partout. Ce qui nous permet donc de presque suivre la soirée pas à pas. Et ça c'est merveilleux, d'une part pour nous spectateurs, puisque ça nous permet de vraiment s'imaginer, de mieux comprendre la soirée, la scène, ce qui s'est réellement passé, et d'un côté c'est vraiment jackpot pour les futurs enquêteurs. À l'arrivée de Jessie, les deux jeunes gens se sont reconnus immédiatement, et l'homme, très avenant, l'a prise dans ses bras alors qu'elle souriait et se déplaçait en cette direction. Le date semble commencer à merveille. En premier lieu, ils se sont rendus dans un restaurant qui vend principalement des burgers et qui font également quelques cocktails, situé au premier étage du complexe Sky City adjacent. Par chance, chaque instant passé dans l'enceinte de Sky City a été encore une fois filmé, et on peut donc les voir en train de discuter, pendant qu'ils montent sur un escalator jusqu'à Andy's Burger and Bar, où ils ont commandé des cocktails à un barman et se sont déplacés vers une table pour parler. Les deux jeunes gens passent leur soirée, ils discutent, on voit qu'ils passent un bon moment, ils ont tous les deux le sourire, tout semble se passer à merveille. Et au moment du paiement, ils ont discuté visiblement de qui voulait payer, et Jesse s'est assuré que c'était bien lui qui utilisait sa carte bancaire pour régler leur commande. 1 heure et demie plus tard, ils ont quitté les lieux, sont retournés à l'extérieur et se sont dirigés cette fois-ci vers un autre restaurant à moins d'un pâté de maison qui s'appelle le Mexican Café. Après avoir bu ensemble 2 carafes de margarita et une sangria, ce qui me semble encore une fois énorme, le jeune homme veut se montrer galant et s'est de nouveau arrangé pour payer la facture lorsqu'ils sont partis du bar. Et la soirée ne s'est pas arrêtée là, puisqu'ils se sont ensuite dirigés vers le Bluestone Room, le pub où justement le jeune homme avait bu seul un petit peu plus tôt, juste avant le date avec Grace. La soirée donc continue et ce date semble continuer de se passer à merveille. Ils rigolent, se séduisent, le courant passe très bien et c'est donc naturellement
qui décident de faire durer le moment le plus longtemps possible, rester ensemble, continuer de se découvrir, et puis après tout, ça reste tout de même l'anniversaire de Grace. Durant cette troisième partie de la soirée, Jesse semblait détendu. L'homme était complètement à l'aise, d'autant qu'il connaît très bien les lieux. On le voit d'ailleurs placer son bras autour du serveur qui s'occupait de la table, et Grace aussi semblait très heureuse d'être ici. Elle était avec un jeune homme qu'elle trouvait de plus en plus charmant au fil de la soirée, et tout semblait aller pour le mieux. La jeune femme parle rapidement, sourit constamment et se montre très expressive avec ses mains, ce qui montre qu'elle est vraiment à l'aise. On n'a pas du tout l'impression qu'elle puisse se sentir gênée ou avoir peur ou semblait vouloir écourter ce moment, loin de là. Sur les caméras, on peut apercevoir qu'à 20h40, Jesse met sa main derrière la tête de Grace, l'amène vers la sienne et l'embrasse. Au cours de l'heure suivante, les jeunes tourtereaux se sont embrassés à plusieurs reprises, entre deux paroles et quelques commentaires postés sur les réseaux sociaux après s'être échangés leur Facebook. Parce que, en effet, dans la soirée, alors pendant qu'ils sont en train de boire des verres et de se bécoter, ils ont échangé leurs réseaux sociaux en dehors de Tinder, dans le but donc de pouvoir sûrement rester en contact ou montrer quelques photos, bref, ils se sont échangés leurs réseaux quoi. Et donc, eh bien, lors de ce moment, Jessie était sur Facebook, sur le profil de cette dernière, qui a accepté sa demande d'amis, et il a donc pu commenter ses photos Facebook et a commenté l'une de ses photos de profil. Et sur ce commentaire, il lui a dit donc qu'elle était belle et radieuse. Un détail qui semble peut-être pour vous n'avoir aucune importance, mais il servira tout de même et vous comprendrez très vite pourquoi. Ensuite, peu de temps après 21h30, les images les montrent bras dessus, bras dessous, en train de partir et se diriger vers le hall de l'hôtel City Life où ils sont entrés dans l'ascenseur, direction la chambre 308. À partir de ce moment, malheureusement, eh bien on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la pièce après l'arrivée du couple, si ce n'est cette chose qui n'est pas des moindres. Jesse Kempson a assassiné Grace Millen. Évidemment, la plupart d'entre vous s'y attendaient, et il est donc 1h30 du matin. La jeune femme qui allait avoir 22 ans est morte à l'intérieur de la chambre de son date Tinder. Jesse n'a pas appelé l'ambulance, pas de pompiers, ni même de police, et n'a pas non plus demandé de l'aide au personnel. Après la mort de Grace, il a effectué un certain nombre de recherches sur Internet qui ont indiqué non seulement qu'il était complètement indifférent à la mort de cette dernière, mais aussi qu'il cherchait de façon active comment faire pour dissimuler son cadavre. Et à l'aide de son téléphone portable, il recherchait sur Maps un endroit assez isolé, des endroits assez précis pour pouvoir cacher le corps de cette dernière. Puis avant de commencer en soi son travail qui est de dissimuler le corps de la jeune femme, le tueur s'est connecté à un site de pornographie pendant quelques temps. Il a également pris un total de 7 photos intimes du cadavre de Grace, y compris des gros plans, manipulant son corps pour obtenir les photos qu'il voulait dans des positions plus que dérangeantes. La nuit s'est déroulée, comme si de rien n'était, et le lendemain matin, Jesse a envoyé un SMS à une autre femme qu'il avait rencontrée sur Tinder, essayant d'organiser un rendez-vous dans la journée. On dirait que pour l'homme, il ne s'était absolument rien passé la veille. Peu de temps après, on peut apercevoir l'homme sur des caméras de surveillance en train d'acheter une grosse valise. Suffisamment grosse, oui, pour y contenir un cadavre. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit concernant le jeune homme. En réalité, il n'est pas vraiment à son premier coup d'essai. Enfin, c'est probablement la première fois qu'il tuait, mais il avait commis 4 crimes dans le passé. Donc, petit retour en arrière. Jesse Kempson n'a pas grandi dans les meilleures conditions. Comme vous savez, il a été un petit peu ballotté de droite à gauche et a toujours eu un type d'attachement différent. Il a du mal à créer des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, et avait l'habitude de s'engager dans des relations sexuelles violentes. Il faut savoir qu'à peine 8 mois avant sa rencontre avec Grace, l'homme avait brutalement violé une autre touriste britannique. Ça faisait un moment que l'homme traînait sur l'application Tinder, c'était un petit peu finalement son terrain de chasse pour lui. Et sur cette application, il avait partagé un certain nombre de discussions avec des femmes, qu'elles soient du coin ou des touristes, discussions dans lesquelles il a dit à l'une d'entre elles qu'il aimait les pieds, la domination et l'étranglement. Alors, à la limite, évidemment, il n'y a aucun jugement là-dessus. On peut aimer les pieds, les aisselles, la domination, les étranglements, bref, tout ce que vous voulez.
Tant que ce sont des choses qui sont consenties, c'est très important, le consentement, on le rappelle, et que cela ne blesse personne. C'est le but. Enfin, le BDSM, ça a toujours existé. Des gens qui aiment se faire étrangler, qui aiment être dominés ou dominés, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais il y a toujours eu des règles dans ce genre de choses. Ce n'est pas simplement je suis un mâle dominant et je maltraite ma petite amie au lit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont cette image du BDSM. Ça n'est absolument pas le cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on voit d'ailleurs que Jesse Kempson et beaucoup de criminels dans le genre, ils aiment pas spécialement le BDSM, ils aiment surtout dominer une victime qui est surtout non consentante. Parce que lorsque leurs victimes sont consentantes à être dominées ou étranglés ou quoi que ce soit d'autre. Étrangement, là, ce n'est jamais assez pour eux, il faut tout le temps qu'ils passent à l'étape supérieure qui est soit de s'occuper de personnes qui sont non consentantes, voire même de finir par les tuer. Donc je pense qu'il y a vraiment une énorme amalgame là-dessus que beaucoup d'hommes font et qui serait peut-être temps d'arrêter, mais je pense que ça c'est un autre sujet. Et en dehors de ces petites révélations, l'homme continuait de mentir comme il le fait dans sa vie, et il ment vraiment à tout le monde. Il s'est vanté à un date issu, encore une fois, de Tinder, qu'il était le cousin d'une star des All Blacks, avant qu'il ne finisse par avoir un rapport charnel durant lequel la pauvre femme a dû se battre pour sa vie, tant l'homme était violent et n'en avait que faire du consentement de ses partenaires. Puis, quelques jours avant de rencontrer Grace, il a de nouveau rencontré une femme qui, elle, était serveuse, et qui a donc conduit, suite à cette rencontre, une nuit ensemble, où l'homme a, sans surprise, de nouveau été très brutal durant le rapport, étranglant également la jeune femme. Et à partir de ce moment-là, une fois que l'on a le passé du jeune homme en tête, moi je me pose tout de même une question. Avait-il réellement l'intention de tuer Grace ce soir-là, ou l'a-t-il étranglée? Elle se débattait puisque c'était sûrement beaucoup trop violent pour elle. Alors, dans l'action, il l'a étranglée encore plus fort, et celle-ci est décédée. Alors je vous arrête, je ne lui cherche absolument pas d'excuses, bien loin de là, je cherche juste à savoir comment est-ce que ce drame a pu subvenir. Qu'importe s'il avait l'intention de la tuer ou non, je ne cautionne évidemment pas ce crime, loin de là. Cependant, l'intention peut tout à fait changer la nature du crime, qui n'est pas punissable de la même manière face à un tribunal. Bref, quoi qu'il en soit, sur les images on aperçoit donc Jesse marcher depuis sa chambre jusqu'à un magasin pour y acheter la fameuse valise, puis se rendre à un supermarché pour acheter des produits de nettoyage, avant d'aller à une entreprise de location de voitures et donc de louer une voiture. L'homme a loué une Toyota à haillons rouges, et alors que Grace gisait morte dans sa chambre d'hôtel, il est sorti tranquillement dans l'après-midi, comme si de rien n'était, pour rencontrer la femme à qui il a envoyé des SMS un petit peu plus tôt de la journée, dans le but de la rencontrer dans un bar. Et je trouve ça vraiment affolant la manière dont l'homme se comporte comme s'il n'avait absolument rien fait de mal, comme si c'était normal finalement qu'il y ait le cadavre d'une jeune femme dans son appartement. De plus, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans sa tête à cet instant. Est-ce qu'il cherche une nouvelle victime? Est-ce que c'est pour ça qu'il a désiré voir une nouvelle personne? Est-ce qu'il a envie de tuer une femme à nouveau, puisque peut-être que justement ce sentiment d'avoir assassiné quelqu'un lui a donné encore plus cette sensation d'être dominant, d'avoir le pouvoir sur l'autre, et vu que c'est un sentiment qu'il aimait, d'autant que la pauvre, elle, ne se doutait pas à un seul instant que quelques heures plus tôt, il avait assassiné une femme issue d'un date Tinder, tout comme elle, dans sa chambre d'hôtel. La femme, qui est une ancienne journaliste, était elle aussi âgée de 27 ans, tout comme Jessie, et a trouvé ce rendez-vous très intense, mais assez calme à la fois, selon ses propres déclarations. Peu de temps après l'avoir rencontré dans un bar, l'homme lui a dit que tous ses amis étaient des policiers et que son ami le plus proche venait en Nouvelle-Zélande près le procureur de la couronne. Encore et toujours des mensonges, vous vous en doutez bien, c'est sa spécialité. Alors qu'ils discutaient d'un procès pour meurtre auquel elle avait assisté une fois, puisque je vous rappelle qu'elle est journaliste, il lui a dit ceci. C'est fou comment les gars peuvent faire un mauvais geste, aller en prison pour le reste de leur vie. Il a ensuite poursuivi en disant qu'il avait entendu parler d'un homme qui avait demandé à sa petite amie d'avoir de relations sexuelles brutales, mais que cela s'était très mal passé et que malheureusement celle-ci est morte dans le processus. C'est un petit peu comme si finalement l'homme testait l'histoire qu'il prévoyait de vendre aux forces de l'ordre pour voir si ça passait un peu comme une lettre à la poste ou non.
À ce moment-là, selon la jeune femme, il était dans son monde et elle était un peu mal à l'aise. Donc elle a décidé de rapidement changer de sujet de conversation, ce qui est tout à fait compréhensible. Il a continué à dire un certain nombre de mensonges au cours de leur conversation et elle est devenue de plus en plus mal à l'aise. Parce que les gens ne sont pas dupes et quand on te raconte 1000 choses improbables dans une seule conversation, les personnes en face se rendent bien souvent compte que ça sent le mensonge à plein nez. Lorsqu'elle a quitté le bar, elle a dit qu'elle avait évité de retourner directement à sa voiture par crainte, une peur qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle a choisi de suivre. Jessie lui a plus tard envoyé un SMS pour lui demander un autre rendez-vous, ce qu'elle a évidemment refusé. Après être revenu dans sa chambre, vers 17h45, le 2 décembre, l'homme a loué une shampooineuse dans le but de nettoyer le tapis à fond pour enlever le maximum de traces de sang, disant au magasin qu'il louait cette machine pour enlever une tache de vin rouge. Puis, il a garé sa voiture de location à l'extérieur de l'hôtel, a pris un chariot à la réception, est monté à l'étage et est revenu avec le chariot qui transportait maintenant 2 grandes valises, dont l'une transportait le corps de la victime et une autre servait simplement de leurre pour ne pas attirer la curiosité des gens. Jessie a chargé les valises dans la voiture et l'a déplacée dans un parking à proximité. Tout au long de la journée, les caméras de surveillance montrent qu'il a changé de vêtements à plusieurs reprises, ce qui semble assez suspect. L'homme est ensuite rentré dans sa chambre, y a passé la nuit jusque tôt le lendemain, vers 6h15, lorsque Jessie a été filmée cette fois-ci en quittant l'hôtel pour partir à bord de sa voiture, ne s'arrêtant que pour acheter une pelle dans un magasin à l'extérieur de la ville. Le kit parfait du criminel qui cherche à camoufler un cadavre. À cet instant, les parents de Grace ont commencé à s'inquiéter, puisque leur fille ne leur a pas répondu au joyeux anniversaire qu'il lui avait envoyé. Je vous rappelle que son anniversaire était le 2 décembre. Son date a eu lieu le 1er décembre, et depuis tard dans la soirée du 1er, plus personne n'a de nouvelles de Grace. Et donc, 3 jours plus tard, la jeune femme qui n'a même pas atteint l'âge de 22 ans a été portée disparue par ses parents et un énorme dispositif de recherche a rapidement été déployé. Le 7 décembre 2018, le père de Grace, qui s'appelle David Millane, est arrivé en Nouvelle-Zélande pour faire un appel émotionnel sur la disparition de sa fille dans le but d'obtenir toute information possible. Dans ce genre d'affaires, n'importe quelle information est bonne à prendre. Et par chance, Jessie a rapidement été identifiée par un agent de police comme une personne d'intérêt lorsque la mère de Grace lui a confié avoir repéré que celui-ci avait laissé un message sur sa page Facebook à 21h29 le 1er décembre, seulement 11 minutes avant qu'il ne quitte le pub Bluestone et ne se rende dans sa chambre. Alors ça évidemment, à ce moment-là, sa mère ne le savait absolument pas, mais elle savait qu'elle ne connaissait absolument pas ce jeune homme. Sur sa page Facebook, c'était marqué qu'il venait de Nouvelle-Zélande, et donc elle a trouvé ça un petit peu suspect. Il venait de poster un message comme par hasard le jour de sa disparition, elle en a parlé aux officiers, qui eux ont rapidement été interrogés le jeune homme pour la première fois. L'agent Diana Levinson lui a envoyé un premier message et lui a demandé de se rencontrer. Ils ont parlé ensemble dès le lendemain matin et le suspect lui a dit qu'il avait bel et bien rencontré Grace cette soirée-là. Il avoue, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qu'ils s'étaient séparés à 22h le samedi et que c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Lorsqu'un autre détective l'a appelé pour organiser un autre rendez-vous pour parler de l'affaire, Jessie lui a répondu qu'il viendrait faire une déclaration officielle plus tard dans la journée. Toutefois, avant de s'y rendre, il a été repéré par un autre officier à l'hôtel City Life. Alors là, j'espère vraiment que vous suivez, il faut rester accroché parce qu'il y a trop de protagonistes d'un coup. Et donc les agents ne s'attendaient absolument pas à le voir là-bas et sont devenus méfiants, ont décidé de le suivre et l'ont trouvé dans un magasin à proximité. À cet instant, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, j'ai beau chercher sur plusieurs sites différents, je sais juste que sans aucune autre raison, à cet instant, les policiers ont arrêté Jessie pour faire un interrogatoire. Alors sûrement que c'était parce qu'il était attendu déjà au poste par un policier pour être interrogé et que l'homme, plutôt que de s'y rendre directement, a été à l'hôtel, ce que les policiers sur place ont trouvé étrange, ils l'ont suivi et se sont dit hop hop hop, on va l'arrêter, ça va aller plus vite. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les policiers l'ont arrêté pour un deuxième interrogatoire à cet instant.
Il décrit une nouvelle fois qu'ils avaient passé la nuit ensemble, mais s'est tenu à son affirmation selon laquelle il l'avait quitté à 10 heures. Mais entre-temps, la police a acquis la vidéosurveillance de l'hôtel, ce qui a prouvé qu'il mentait. Et donc, au bout d'un moment, il n'avait pas d'autre choix que d'admettre avoir tué Grace, s'appuyant plutôt sur l'excuse qu'elle était morte pendant les rapports sexuels par accident, après qu'elle lui ait demandé de l'étouffer pour tenter de rendre le sexe plus pimenté. Lorsqu'il lui a été demandé par son propre avocat pourquoi il changeait son histoire, il a dit qu'il voulait que la famille de Grace soit au courant de ce qui s'était réellement passé et qu'elle sache que ce n'était pas intentionnel. Après l'interrogatoire, il a été placé en détention et a également dû emmener des officiers là où se trouvait le corps de la pauvre jeune femme. Le corps de Grace a donc été retrouvé le 9 décembre, soit 8 jours après sa mort, vers 16 heures. Elle avait été enterrée au large de Scenic Drive dans le parc régional de Waitakere Range. D'office, une autopsie a été faite sur le corps de la jeune femme dès le lendemain, le 10 décembre, et a pu déterminer que Grace avait été étranglée, et les ecchymos sur son corps étaient compatibles avec le fait d'être retenu contre son gré. Jesse a donc été inculpé pour meurtre et non homicide involontaire, et son procès a commencé à Auckland le 4 novembre 2019. Et encore une fois, face aux jurés, face à toute la cour, Jesse Campson a tenté d'expliquer la mort de Grace comme étant accidentelle, après que les rapports sexuels violents aient terriblement mal tourné. Mais une photo montrée lors du procès était le tapis de sa chambre qui était taché de luminol, qui n'a fait que contredire son récit sur la mort accidentelle de la jeune femme. Et j'ai envie de dire que ça peut arriver. Et c'est sûrement déjà arrivé, j'en suis sûr et certain, que lors d'une séance BDSM, une personne soit décédée. Mais lorsque ce genre de cas arrive, lorsqu'une personne meurt réellement de manière accidentelle, tu appelles les pompiers dans le but déjà d'essayer de lui sauver la vie, tu essayes toi-même de lui sauver la vie, tu appelles le personnel, tu es dans un hôtel, possiblement quelqu'un connaît les signes à faire pour sauver la vie de quelqu'un, peut-être qu'il y a un médecin sur place, des ambulanciers, quelqu'un qui peut tout simplement vous aider, tu appelles la police, bref, tu appelles tout ce monde-là, tu ne vas pas chercher comment camoufler un cadavre, aller pignoler en plus sur un site porno après, pour ensuite camoufler le cadavre dans une valise. Tout ce que l'homme a fait montre que d'un côté, il voulait qu'elle soit morte, ou en tout cas que ça ne lui a absolument rien fait, d'autant que pour tuer quelqu'un par étranglement, c'est quand même vachement long, hein. C'est entre 4 et 5 minutes, il me semble, qu'il faut étrangler quelqu'un vraiment fort pour que cette personne meure. Donc, tu vois bien, t'as quand même 4 minutes, et 4 minutes c'est extrêmement long pour se rendre compte que la personne que tu es en train d'étrangler est en train de mourir. Donc forcément, et heureusement, ce n'est pas du tout passé pour une mort accidentelle. Le jury a rejeté son récit et l'a reconnu coupable. L'homme âgé de 27 ans a donc été reconnu coupable de meurtre le 22 novembre 2019. Et au cours de son procès, il a été décrit par plusieurs personnes comme un sociopathe qui mettait à l'aise la plupart de ces femmes, mais qui avait en réalité des pensées extrêmement sombres envers celles-ci. Mais ce n'est pas tout à fait fini, puisqu'il est apparu quelque temps plus tard qu'il avait emmené une autre touriste britannique à un rendez-vous avant de la ramener dans sa chambre de motel d'Auckland 8 mois avant de tuer Grace. C'est la fameuse britannique, la touriste dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt, mais celle-ci, eh bien, en apprenant l'affaire, puisque forcément cette affaire a fait le tour des journaux, surtout au moment du procès, eh bien celle-ci s'est présentée pour alors témoigner contre Jesse. Elle a alors raconté que cet homme l'avait violée lorsqu'elle était âgée de 21 ans, alors qu'elle était allongée sur le lit, pleurait et était figée de peur après avoir refusé d'avoir de relations sexuelles avec lui. Elle a gardé l'agression secrète jusqu'à ce qu'elle reconnaisse donc l'homme dans la presse, le jour où il a été accusé du meurtre de Grace. La victime a plus tard déclaré à un tribunal que pendant longtemps, elle s'était malheureusement réveillée en pleurant et en criant avec des flashbacks et des cauchemars, terrifiée que son agresseur la traque. Une autre des femmes avec qui il a communiqué sur internet, qui se méfiait de le rencontrer, a partagé avec le public toutes les confidences que le jeune homme avait fait, détaillant ses préférences sexuelles, et a donc déclaré qu'il lui a dit que c'était parce que cela lui faisait se sentir plus supérieur et en contrôle. Et c'est ce désir de domination qui a entraîné la mort de Grace. Lors d'un autre procès, il a été reconnu coupable d'avoir terrorisé sa petite amie pendant des mois,
Il l'a soumise à des agressions violentes, l'a menacée avec un couteau et l'a forcée à des actes sexuels humiliants après lui avoir dit qu'il avait été envoyé par la CIA pour la tuer. Et Jesse Kepson, dans tout son procès, n'a montré aucun remords, malgré qu'on lui répétait tous les actes qu'il avait commis. Pendant de nombreux mois, son identité avait été protégée par le processus judiciaire en Nouvelle-Zélande, mais cela a finalement été supprimé lorsqu'il a perdu un appel contre sa condamnation et sa peine pour avoir assassiné Grace. Il a donc été emprisonné pendant 17 ans, une peine encourue en même temps que les 2 autres peines de 11 ans qu'il a reçues pour ses précédentes attaques sexuelles, et il continue, malgré tout, à faire appel de ces 2 autres condamnations. Et c'est donc tout pour l'affaire de Jesse Kempson et Grace Millen. Je me rends compte que mon débit de parole est extrêmement rapide et j'en suis sincèrement désolé. Mais il y a des moments comme ça où j'ai beau essayer de faire mon maximum pour parler le moins vite possible, je n'y arrive pas, sinon ça génère énormément de frustration et je n'arrive pas à faire mes vidéos, c'est un enfer. J'en suis désolé, mais en plus, étant donné que je suis en retard, je n'ai pas le choix que de tourner cette vidéo comme ça, mais en ce moment je fais du yoga et pas mal de méditation, donc j'arrive à être beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, puisque beaucoup m'ont dit que mon ton s'était amélioré. Et merci à vous pour tous vos commentaires, c'est vraiment adorable. Et désolé pour cette vidéo si j'ai été beaucoup trop rapide, parce que dans ces moments, je suis rempli d'hyperactivité. Quand j'essaye de parler lentement, je bug, je ne dis que des bêtises. Je n'arrive pas à prononcer mes mots, c'est un enfer. Et donc, c'est soit je garde le rythme, soit je raconte n'importe quoi et le tournage dure 2 heures. Par exemple, en tentant de contrôler vraiment mon débit de parole, ça fait 1h30 là que je tourne et vous verrez que cette vidéo ne dure même pas peut-être 30-35 minutes, peut-être 40 minutes grand maximum, pour vous dire à quel point c'est compliqué pour moi de tenir un débit de parole plus lent quand je suis dans ce genre d'état. J'en suis désolé. Et voilà. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus comprendre, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle que je mets juste ici. Je reprends du service à partir de mercredi, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre ici et en apprendre un petit peu plus sur ma personne, me voir dans un autre contexte que Murders Explain si ça vous dit. J'espère en tout cas que celle-ci était encore inconnue pour vous et qu'elle vous a intrigué. Personnellement, je trouve ça vraiment horrible et ça me conforte sur le fait que je ne veux pas faire de rencontres sur les sites de rencontres. Je n'en ai jamais fait, heureusement. Et si un jour je suis célibataire, je ne pense pas que je m'inscrirai sur ce genre de site. Ça me ferait bien trop peur. Honnêtement, j'ai trop peur que ce soit un homme ou une femme, n'importe qui je tombe. J'aurais trop peur que de tomber sur une personne mal intentionnée et qu'il m'arrive des malheurs. Donc je préférerais soit rester seul, soit rencontrer des personnes dans un contexte plus, je vais pas dire normal, mais plus, je sais pas, plus, j'ai perdu le mot. Vous m'avez compris, plus banal. En tout cas, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Ciao.